Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live d'Alphabet sur la plateforme Webikeo qui nous permet de diffuser ces webinars. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler restitution. Parler de restitution, c'est une opportunité pour nous de vous donner un maximum de transparence sur cette étape extrêmement importante de la vie de vos contrats de location longue durée et qui peut parfois vous donner un sacré mal de tête. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Christophe et Louis. Christophe, je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc je suis Christophe Villain, je suis le directeur commercial de Macadam France. Et maintenant, je vais laisser à mon philatéliste préféré se présenter, Louis. Bonjour, Louis Salvigos. Moi, je suis chez Alphabet depuis une petite quinzaine d'années, d'abord au commerce et depuis 2 ans maintenant, responsable du back-office au remarketing, c'est-à-dire en charge de toute la partie administrative des ventes des véhicules d'occasion qui reviennent de location. Merci à tous les deux. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par 2 experts, 2 professionnels de la fin de vie de vos contrats de location longue durée. Macadam qui nous accompagne depuis plusieurs années maintenant pour effectuer les appraisals, j'allais dire en anglais, mais qui nous insiste avec ses inspecteurs pour la restitution des véhicules afin d'en vérifier la bonne qualité. Et Louis sur nos centres VO. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en moyenne aujourd'hui sur un véhicule particulier, on constate à la restitution des véhicules qu'il y a entre 7 et 8 dommages qui sont constatés régulièrement. Et c'est un petit peu plus d'ailleurs sur les véhicules utilitaires qui sont peut-être utilisés d'une manière plus intensive puisqu'on est aux alentours de 9 à 10 dommages. Mal de tête certain pour la restitution de vos véhicules. On essaye de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut optimiser cette étape importante, comment est-ce qu'on va communiquer auprès de vos collaborateurs, de quelle manière est-ce qu'on peut vous accompagner au quotidien pour que cette étape devienne la plus simple possible dans la gestion de votre parc automobile. Aujourd'hui, chez Alphabet, on a constaté une chose, et c'est avéré, c'est que lorsqu'on reçoit une réclamation de la part d'un de nos clients, dans 80% des cas, c'est au sujet de la restitution. Et oui, la restitution au cœur de vos problématiques, la restitution au cœur de vos discussions avec vos partenaires en mobilité. Aujourd'hui, nous allons pouvoir dérouler un webinar en 5 grandes parties. Tout d'abord, nous verrons comment s'organise la restitution et quelles sont les grandes étapes à suivre pour anticiper et faire en sorte que cette restitution se passe le mieux du monde. Dans un deuxième temps, nous verrons l'inspection du véhicule, comment est-ce que ça se déroule et quels sont les points de vigilance sur lesquels on souhaite attirer votre attention. Troisième point, et là je pense que c'est vraiment le cœur de ce webinaire, c'est comment et sur quel point je dois sensibiliser mes collaborateurs qui vont être dans cette phase de restitution du véhicule, que ce soit pour la prise en charge d'un nouveau véhicule pour un nouveau collaborateur, ou que ce soit pour la prise en charge d'un véhicule en renouvellement. On continuera avec ce qu'il faut retenir globalement de tout ce qu'on aura décrit à l'occasion de ce webinaire, et on finira par une session de questions-réponses pendant une quinzaine de minutes. Et d'ailleurs, je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions dans le fil de discussion qui se trouve sur la droite de l'interface Webikeo. Je vais commencer en préambule par vous faire une rapide description d'Alphabet France, enfin d'Alphabet de manière générale, pour que vous puissiez nous resituer dans l'écosystème de mobilité français. Aujourd'hui, Alphabet, en France, accompagne 103 000 collaborateurs au quotidien dans leur mobilité. Nous nous assurons qu'au quotidien, tout se passe bien pour eux. Nous conseillons un peu plus de 30 000 clients à travers le monde et nous sommes présents dans 31 pays. Nous sommes spécialisés en mobilité et plus particulièrement en location longue durée depuis 26 ans. Je passe tout de suite à la première partie de notre webinaire. À savoir, les slides, merci, comment organiser la restitution, quelles sont les étapes à suivre, comment est-ce qu'on doit anticiper les choses pour que tout se passe bien. Louis Salvi, une checklist à nous proposer peut-être ? Oui, on peut effectivement avoir une checklist pour nos collaborateurs, nos conducteurs. Donc évidemment, on va voir ces points de détail dans la deuxième partie, enfin juste après. Je propose en préambule de mettre une vidéo sur cette partie. Oh là
là, ça coûte cher. Oh là là, c'est très cher et c'est un sujet très sensible. Frais de remise en état. Fin de contrat. Bonjour, je suis Charles Perron, le Mobility Manager du groupe Aegis. Bonjour, je m'appelle Irène Chevalier, je travaille chez Jung & Rich France. Nous fabriquons des chariots élévateurs et des systèmes de stockage et nous travaillons dans l'intralogistique. Bonjour, je suis Stanislas Fifis, Fleet Manager pour la société Waters. Élodie Boulanger, gestionnaire du parc, société UTAC. L'acte de restitution en lui-même se passe très souvent très bien. La problématique qu'on rencontre, c'est au moment où on reçoit les factures. Où là, ça devient compliqué. C'est compliqué de les impliquer dans la restitution, clairement. C'est un sujet qui... ils préparent un petit peu leur restitution avant, ils nettoient un petit peu le véhicule la plupart du temps, mais ça va guère plus loin. Et en fait, ils ne se posent pas forcément les bonnes questions et on manque peut-être de support, nous, en interne, pour les motiver à travailler le sujet en amont. Parfois, il y a des petites réclamations sur les doubles de clés qui sont manquants, sur les papiers qui ne sont pas arrivés en temps et en heure. Sinon, ça se passe relativement bien. À l'UTAC, les conducteurs ne s'occupent pas des restitutions. C'est moi qui restitue les véhicules de mes 70 collaborateurs. C'était très intéressant et va encore m'aider dans mes missions, car étant donné que c'est moi qui fais en fait le tour des véhicules avant de les restituer, être encore plus vigilante sur certains points et ça a été très très instructif sur effectivement moi je rends les véhicules avec des pneus neufs déjà nettoyés et je refais faire même de la carrosserie généralement avant la restite pour que tout le véhicule soit rendu le plus clean possible pour avoir une facture à zéro. C'est mon but à chaque fois. J'ai une vision un petit peu différente parce que déjà j'avais jamais vu, donc j'ai découvert. J'étais surpris par le temps qui est pris pour chaque inspection. Donc l'inspecteur nous a expliqué qu'il avait passé environ une quarantaine de minutes sur chaque véhicule qu'il inspectait. Donc moi je pensais que ça se passait beaucoup plus vite. Il y a l'aspect contradictoire derrière qui se fait une fois que le rapport a été émis, qui est une étape que je connaissais peu ou mal, et j'étais assez aussi bluffé par le fait qu'ils aient des seuils de tolérance qui sont assez importants quand même, alors j'avais plutôt une vision à la moindre rayure égale facture. Alors c'est surtout sur la partie tarification. Là vraiment j'ai appris quand même des choses, effectivement. Des fois on n'imagine pas les coûts que ça peut représenter derrière de réparer une rayure, de changer un élément plastique. Voilà. Donc l'idée c'est de se faire une idée de la note au final. Ça m'a beaucoup intéressé. Alors, on essaye de passer le message qu'ils rendent leur véhicule propre. Ensuite, pour ce qui est de la carrosserie, des petits dégâts à gauche à droite, forcément, on demande à tout le monde d'avoir un minimum de dégâts. Et s'ils ont eu des sinistres auparavant, on regarde avec l'assurance s'il ne vaut pas mieux passer via l'assurance et payer la franchise, suivant ce qu'il y a. S'il y a un collaborateur qui s'est fait entrer dans la porte 2 jours avant la restitution, bon, on essaye de gérer ça au plus vite. Alors nous, chez Aegis, on essaye de sensibiliser nos conducteurs le plus en amont possible de la restitution, en les prévenant dès 3 mois à l'avance des éléments qu'ils vont avoir à réaliser, des actions qu'ils vont avoir à réaliser pour restituer un véhicule. On les informe qu'il faut les nettoyer à l'intérieur, à l'extérieur. On les informe que tout ce qui peut passer en assurance puisse être passé, qu'il faut changer des pneus si on en a encore dans les contrats. Et tout un tas d'éléments comme ça qui va nous permettre de ramener un véhicule au moment de la restitution qui soit le plus propre possible. Et donc dont les frais seront les plus bas possibles. On les prévient 3 mois à l'avance, on fait un rappel 1 mois à l'avance. Le moment de la restitution, on check que toutes les étapes ont été bien passées. Et puis le jour de la restitution, on les appelle pour voir si tout s'est bien passé. On les sensibilise aussi par le fait que les factures sont directement imputées sur leur compte de résultat et que donc tous les frais de restitution qui seront élevés vont pénaliser la rentabilité de leur projet. Aujourd'hui, ce qu'on a déjà réussi à mettre en place, c'est qu'une fois par an, on demande aux managers de faire le tour des véhicules avec les collaborateurs
et de faire un état des lieux du véhicule. Alors que ce soit sur la partie sécurité, s'assurer qu'ils aient bien leur gilet jaune, qu'ils aient bien un constat, qu'ils aient bien un triangle, mais aussi regarder l'usure des pneus, regarder l'usure des balais d'essuie-glace et faire un tour de la carrosserie et la propreté intérieure et extérieure. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'on a mis en place, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, un grand merci aux clients qui se sont prêtés au jeu de ces interviews sur la restitution. Ils participaient à la matinale Alphabet sur la thématique de la restitution dans nos locaux de Chilly-Mazarin, où se trouvent nos centres véhicules d'occasion, et également aux Alphabet Business Club que nous organisons directement au siège de notre entreprise. Merci encore à eux de s'être prêtés au jeu. Louis, est-ce que tu peux nous donner les grandes étapes à suivre pour bien organiser une restitution, s'il te plaît? Absolument. Comme le rappelait effectivement notre client, il y a des étapes qui sont importantes pour que la restitution se passe le mieux possible. Juste avant de donner les étapes, on voudrait rappeler que souvent chez les loueurs, et c'est le cas chez Alphabet, vos collaborateurs peuvent racheter les véhicules à l'issue de la location. Et c'est un point important dans le cadre de la restitution parce que quand le collaborateur rachète lui-même le véhicule, ou un conjoint, ou un ami, etc., il n'y a pas ce passage effectivement en restitution physique proprement dite et donc il n'y a pas d'inspection et pas d'éventuels frais. Donc c'est vraiment une étape qu'il faut garder en tête et se poser la question de proposer à ses collaborateurs le rachat du véhicule. Les étapes en elles-mêmes, on a nos clients qui nous les ont rappelées, d'ailleurs c'est de manière très juste. Je crois qu'un mois avant la restitution, il faut se poser la question des dégâts qui sont éventuellement à faire réparer et de l'éventuel contrôle technique à passer pour les véhicules qui ont plus de 48 mois, qui sont bien souvent d'ailleurs intégrés dans les contrats d'entretien des loueurs. Ensuite, à une quinzaine de jours, il faut se rapprocher du rendez-vous avec l'inspecteur Macadam. Ça veut dire qu'il faut appeler Macadam, il faut prendre rendez-vous sur la plateforme. De la même manière qu'on va chez son pédicure, on prend rendez-vous à l'avance. Là, c'est pareil. On va restituer son véhicule avec un inspecteur Macadam. On va effectivement le solliciter, on va établir un rendez-vous avec lui. On va établir également le même rendez-vous avec la concession, de manière à ce que les deux rendez-vous soient coordonnés. Et ensuite, on va se rendre effectivement dans cette concession avec la veille ou 2-3 jours avant, quelques grandes étapes importantes, lavage du véhicule, intérieur, extérieur, ce sont des frais qui sont quand même facilement évitables. On va se poser la question un peu en amont des pneumatiques, rendre le véhicule avec la même montre d'origine, non seulement sur la taille, etc., mais des pneumatiques été ou 4 saisons, et pas en pneumatique hiver. Et puis on va enfin préparer les documents nécessaires à la restitution et qui sont de toute façon demandés par les loueurs pour pouvoir revendre le véhicule ensuite, le certificat d'immatriculation, évidemment, et enfin effacer toutes les données qui sont dans le véhicule, c'est-à-dire les données GPS, les données multimédia, les données téléphone. Je crois qu'une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à se rendre au rendez-vous restitution en concession pour que tout se passe le mieux possible. Donc, normalement, tout doit bien se passer à ce moment-là. Oui, merci Louis. Effectivement, à J-60, J-30, J-2, des choses à bien avoir en tête. On se focalise sur l'état du véhicule, on synchronise les agendas entre Macadam et le concessionnaire chez qui vous allez restituer le véhicule. Et juste avant la restitution, effectivement, on fait le grand nettoyage de la voiture, intérieur, extérieur, on nettoie même les données. C'est aussi important aujourd'hui dans le monde digital dans lequel nous sommes. Tu as déjà évoqué finalement un certain nombre de points de la checklist que j'évoquais tout à l'heure parce que j'ai raté une slide, pour être tout à fait honnête avec vous. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail sur les choses qui sont facilement évitables finalement avec cette checklist? Bien sûr. Je crois qu'il y a 5 éléments qui sont à rappeler aux conducteurs, peut-être un peu en amont, mais peut-être aussi tout au long de la durée de vie du véhicule. C'est l'état des pneumatiques. Donc comme on disait tout à l'heure, rendre les véhicules en pneus été ou 4 saisons et surtout avec un taux d'usure qui soit accepté par le loueur. Chez Alphabet, 60%. Faire attention aux impacts sur les pare-brises. Encore une fois, je pense que les pare-brises, c'est vraiment un point important. C'est un élément qui coûte cher, mais qui souvent est pris en charge par les assureurs sans franchise. Donc il faut les faire changer avant la restitution. Le double des clés. Le conducteur a souvent une clé. Est-ce qu'il a le double? Il faut lui donner. Si on ne lui donne pas, il faut le renvoyer effectivement au centre VO du loueur. Ce sont des éléments faciles et importants. Il peut y avoir des éléments intérieurs du véhicule. Ici, on indique effectivement la plage arrière. Ça peut être d'autres types de choses, mais effectivement, un véhicule qui va arriver sans la plage arrière, c'est un élément qui va être facturé. C'est quand même dommage. Et enfin, de plus en plus, et on le verra dans l'avenir encore davantage, tout ce qui est câble de recharge électrique. C'est vrai qu'un véhicule hybride ou électrique sur lequel il n'y a pas de câble de
de recharge. On va évidemment plomber la revente du véhicule et donc ce sont des éléments qui seront facturés. Voilà, c'est vraiment ces éléments, cette checklist qu'il faut envoyer au conducteur avant la restitution, de manière à ce qu'on puisse arriver le jour de la restitution avec tous ces éléments. Absolument. Et si votre collaborateur a à sa disposition le certificat d'immatriculation, ce qui est de moins en moins le cas, puisque normalement on s'occupe du stockage de ce certificat d'immatriculation pour votre compte, il est important bien évidemment de le joindre à l'ensemble des éléments qui doivent être restitués à l'occasion de cet échange de véhicules plus que probable. Merci beaucoup Louis. On va passer maintenant à la seconde partie de ce webinaire, avec l'inspection du véhicule et son déroulement et quelques points de vigilance à avoir. Et je vais maintenant donner la main à Christophe. Mais Christophe, tu es partenaire depuis longtemps d'Alphabet France et je sais que tu es également partenaire d'un certain nombre de nos confrères, preuve que la qualité du service chez Macadam est optimale. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est le métier de Macadam au préalable? Bien sûr, donc Macadam intervient pour le compte de la majorité des loueurs en France, mais aussi en Europe. Macadam est au départ une société belge qui a été créée il y a une vingtaine d'années, puisque les fondateurs à l'époque se sont aperçus qu'il fallait professionnaliser cette étape, la digitaliser, apporter la photo avec les flux Internet pour mettre en évidence le descriptif du dommage qui avait été relevé. Ainsi, donc, chaque année en France, Macadam réalise à peu près un peu plus de 220 000 inspections. Nous avons environ 120 inspecteurs répartis sur l'ensemble du territoire et qui vont à la rencontre des conducteurs pour la restitution et faire en leur présence l'état des lieux du véhicule. Donc c'est vraiment une activité très centralisée. Macadam est une société privée, elle n'appartient ni à un constructeur ni à une société de réparation automobile. Ni à un loueur. Ni un loueur, voilà, absolument. On est totalement neutre. On ne fait qu'en toute impartialité vérifier l'état du véhicule par rapport au guide de restitution du loueur, ni plus ni moins. Merci beaucoup pour les détails sur Macadam. On vient de le voir dans la description que tu viens de faire de Macadam, plus de 220 000 inspections par an. Ça doit faire pas mal de data. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés? Alors c'est 220 000 inspections en France, mais l'année dernière on a réalisé un peu plus de 550 000 inspections au travers de l'Europe. Cette année, avec le développement de nos activités, on va couvrir une vingtaine de pays. Donc on apporte un niveau d'inspection sur un seul système informatique pour les gestionnaires de flotte européenne. Et donc on devrait approcher entre 800 000 et 1 million d'inspections cette année. Énorme, c'est effectivement énorme. Tu peux nous en dire plus sur le nombre de dommages, le montant moyen des dommages? Alors on le verra un petit peu plus tard, effectivement, mais le niveau de dommages qu'on constate en France, c'est d'environ 7 à 8 dommages, comme vous l'indiquiez tout à l'heure en préambule. Quand on constate les autres marchés européens, le rapport par rapport au véhicule, l'image du véhicule est différent. Les Allemands, les Belges font beaucoup plus attention à l'état général du véhicule de fonction. Et d'autres pays sont un peu moins soucieux pour des questions d'état d'esprit ou peut-être d'implication. Ce qu'il faut savoir en France, c'est que le montant moyen d'un dommage, c'est d'environ 175 € au départ, dans sa facturation de frais de dépréciation. Mais on le verra après avec les ajustements et les corrections qui sont apportées par les loueurs. On n'est pas à un niveau de frais de remise en état tel que ça le serait. Il y a très peu de véhicules, malheureusement. Les durées de détention s'allongent avec la détention des véhicules qui sont un peu plus longs. On constate, en tout cas en France, moins de 5% de véhicules restitués avec 0 dommage. Il y a toujours au moins un petit POC ou des petites choses. Mais comme on le voyait dans les vidéos, le POC, dans certains guides de restitution, est acceptable. Ça fait partie de l'usure parfois normale du véhicule. Et donc, voilà. Et puis, la force de Macadam, il faut le rappeler, et ça c'est très apprécié par les gestionnaires de flotte, c'est que l'inspection se fait en contradictoire. Donc, le jour où le conducteur vient restituer son véhicule, se passe la fin de contrat, il voit l'inspecteur faire l'état des lieux de son véhicule, c'est très pragmatique. Et donc, il n'y a pas de discussion, est-ce que la voiture elle est bien rayée ou pas, ou endommagée après la restitution. Là, c'est le jour J. Donc, c'est très factuel. Oui, effectivement. Et important, signer les PV de restitution, oui. C'est une étape qui est importante pour nous comme pour Macadam. L'inspection en question, on va lancer tout de suite une petite vidéo pour illustrer tout ça. Une vidéo sur le déroulé du rendez-vous.
Voici cette petite vidéo qui illustre parfaitement les grandes étapes de la restitution telles que la vivent vos collaborateurs lorsqu'ils font une expertise contradictoire à l'occasion de la restitution de leur véhicule. Le parcours de l'inspecteur autour du véhicule, je crois qu'il suit une procédure qui est réglée comme du papier à musique. Christophe, est-ce que tu peux nous la décrire ? Effectivement, c'est une vraie danse synchronisée, puisqu'en fait, que le véhicule soit inspecté à Lyon, Marseille ou Toulouse, nos inspecteurs sont formés suivant un circuit. La première étape, bien sûr, consiste sur une partie plus administrative, on le voyait sur la vidéo, c'est récupérer pour le compte du loueur la carte grise si le conducteur l'avait, ce qui permet de décharger le conducteur, d'aller à la poste après, et puis de vérifier le cas échéant les contrôles techniques où parfois les conducteurs profitent pour nous remettre leur carte maintenance ou carte carburant qui pourront être détruites. Ensuite, va passer l'inspection elle-même. Une inspection en rendez-vous dure en moyenne 40 minutes. Hein, c'est un tour parce qu'on fait le tour du véhicule, mais vous l'avez vu dans la vidéo, à la fin, il y a les explications de ce qui a été relevé. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Bien sûr, la partie qui est inspectée en premier est la partie extérieure, et on le verra après sur la fréquence des dommages, qui est une partie assez longue où là l'inspecteur va vérifier les éventuels dommages sur la carrosserie extérieure et sur les optiques et sur la partie vitrage. Ensuite, parce qu'un dommage sur 6 est un dommage intérieur, donc il va aussi inspecter le véhicule à l'intérieur et profiter aussi pour vérifier la présence parfois de certains équipements de sécurité, la roue de secours ou autre, enfin tout ce qui est élément potentiellement amovible qui doit être présent lors de la restitution du véhicule, comme le disait Louis Salvi. Parfois on a transporté son VTT le week-end et on a oublié de remettre la plage arrière pour le jour de la restitution. C'est un peu dommage, mais ça arrive. Et puis au final, le dernier élément, c'est la partie pneumatique, où là l'inspecteur va aussi vérifier l'usure et si le véhicule comporte bien des pneumatiques propres à circuler conformément au code de la route. Et puis, à l'issue de ce tour, l'inspecteur va présenter sur sa tablette ou sur son smartphone la liste des dommages qu'il a relevés. N'oublions pas que certains dommages sont qualifiés d'acceptables par le guide de restitution. Donc certaines griffes en fonction de leur longueur ou autre, elles sont notifiées, elles sont photographiées, mais elles ne sont pas facturées parce que le loueur a décidé qu'au niveau de la restitution, il accordait telle ou telle tolérance. Voilà. Donc il y a un travail vraiment de description de l'état des lieux qui a été fait, hein, je vous le rappelle encore en contradictoire, mais on accompagne le conducteur. Alors effectivement, des webinaires comme aujourd'hui ou des sessions matinales comme Alphabet sont pour le gestionnaire de flotte une source d'apprentissage, parce qu'une restitution, bien souvent, ça se fait tous les 3 ans ou 4 ans, et de participer à des webinaires ou de participer à des découvertes du tour d'un véhicule permet de sensibiliser les choses auxquelles on n'aurait pas forcément apporté de l'attention. Et beaucoup de gestionnaires de parc l'ont dit, c'est le gestionnaire de parc est le véritable chef d'orchestre au niveau de ses conducteurs pour dire ça, faut être vigilant, ça, faut réparer, ça, faut laisser. Voilà. C'est très important. C'est un savant dosage pour maîtriser, en tout cas, la partie restitution. Oui, merci beaucoup Christophe. Finalement, on voit que l'inspecteur est là pour accompagner vos collaborateurs en suivant la checklist que Louis évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que la checklist qu'on a décrite juste avant vous permet d'être en parfaite adéquation avec les différents éléments d'analyse que va regarder l'expert chez Macadam. Le jour de l'inspection, les inspecteurs Macadam font le tour de beaucoup de véhicules. Oui. C'est quoi les dommages les plus souvent constatés? Et que ça soit à l'intérieur comme à l'extérieur, peut-être que certains d'entre vous étaient là à l'Alphabet Business Club. On a eu l'opportunité de voir un véhicule dont l'intérieur a été restitué. Il était délabré, probablement parce qu'un chien, ou en tout cas un animal, une bête, a dû considérablement s'énerver dans le coffre. Mais ouais, quels sont les dommages les plus souvent constatés, Christophe? Alors, je le disais tout à l'heure, hein, dans le tour et au niveau de l'état des lieux du véhicule, c'est bien entendu les dommages les plus importants en termes de proportionnalité sont les dommages sur la carrosserie, parce que c'est là où c'est le plus exposé. Alors, sous la responsabilité du conducteur ou parfois de tiers, hein, parce qu'effectivement,
parfois un lapin peut venir taper une carrosserie ou un sinistre sans tir identifié. Il y a quand même 20%, et ça je le signale parce que c'est important pour les gestionnaires de flotte, 20% des dommages qui sont intérieurs, et là à l'intérieur c'est que forcément il y a le conducteur. Des brûlures de cigarettes sur les sièges, sur les ciels de toit, un animal qui vandalise, un animal domestique qui vandalise la sellerie ou autre. Voilà, ça c'est typiquement le conducteur peut rarement échapper à sa responsabilité. Après effectivement pare-choc, en fonction de lieu d'utilisation du véhicule, en ville sur Paris, pour pas citer la région parisienne, mais forcément pare-choc avant, pare-choc arrière sont beaucoup plus sujets à des chocs ou des dommages. Les jantes aussi, jantes, point très important, les jantes, parce que d'abord le prix d'une jante est assez conséquent. Et puis reste aussi un peu les oublis, pourtant les conducteurs, s'il y a une partie où les gens sont les plus sensibilisés, c'est la réparation du pare-brise. Je pense que les nombreux rappels de publicité à la télé ou un impact sur le pare-brise, voire deux, il vaut mieux les réparer parce que sinon la restitution, ça peut se solder par le remplacement du pare-brise. Donc il faut avoir un cercle virtueux. Il faut que les gestionnaires de parc effectivement rappellent qu'il est mieux de faire une réparation de pare-brise plutôt que de se solder après par un remplacement de pare-brise parce qu'il est trop tard. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez bien ancré dans les mœurs. Après, si on regarde sur le slide suivant, à gauche, vous avez le top 10 des dommages que nous, on constate au niveau point alphabet, mais il est très significatif de ce qu'on peut constater en France et aussi en Europe. C'est que, bon, d'abord, les VU, vous le disiez tout à l'heure, Laurent, sont un peu plus exposés à des dommages. On y reviendra un petit peu plus tard parce que les conditions d'utilisation ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui travaillerait dans des bureaux ou qui transporte peu de choses. Les VU sont beaucoup plus exposés à des dommages intérieurs parce que du matériel professionnel est transporté dedans. Et puis, ce sont plutôt des véhicules qui vont sur des chantiers ou autres. Et là, forcément, il y a beaucoup plus d'opportunités d'avoir quelques dommages. Après, quand on regarde le reste, pare-choc avant, pare-choc arrière, je vous le disais, et puis l'éternel double des clés manqué, le jour de la restitution, les gestionnaires de parc le disaient aussi tout à l'heure dans la vidéo, ce sont vraiment des choses auxquelles il faut que chacun, on le met dans les messages de confirmation de rendez-vous, pensez à ramener le double des clés, la plage arrière. Le second câble de recharge domestique du véhicule électrique, ça devient de plus en plus courant. Vous avez les prises de recharge rapides, mais vous avez la prise domestique. Le jour de la restitution, vous la laissez dans votre garage, vous l'avez oubliée. Voilà. Et une facturation d'un câble électrique reste conséquent. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire en tout cas sur les statistiques les plus courantes en termes de dommages. Merci beaucoup Christophe. Encore une fois, je tiens à le préciser dès maintenant, les dommages qui sont constatés ne sont pas tous considérés comme faisant partie de la dépréciation du véhicule. Chez Alphabet, on a des véhicules qui rentrent au bout de 12, 24, 36, 48, 60 mois même. On ne s'attend pas à avoir un véhicule neuf. Et on remarque souvent un abus de langage, c'est qu'on parle de frais de restitution et de frais de réparation, de remise en état, les fameux FRE. Et c'est un abus de langage parce que, soyons très clairs, n'est-ce pas Louis, les frais de remise en état, ça n'existe pas chez Alphabet. Non, effectivement, ça n'existe pas. C'est un abus de langage qui est commun. D'abord, on ne remet pas les véhicules en état avant de les revendre. Donc déjà, rien que pour ça, c'est un abus de langage. Et surtout, je crois que la vraie différence, c'est... Finalement, les frais de remise en état, c'est ce que Macadam va regarder sur le véhicule, l'inspecteur global. Et il va mettre des frais de remise en état. Sauf que c'est jamais ça qui est facturé au client. Ce qu'on va facturer au client, c'est finalement juste des frais de dépréciation. C'est-à-dire, le loueur avait estimé revendre le véhicule tant, mais au vu des dommages qui sont sur le véhicule ne sera revendu que tant. Et c'est cette différence entre les deux qui va être facturée finalement. On va prendre les dommages relevés par Macadam et on va appliquer, et c'est ce qui est bien indiqué bien sûr dans nos guides de restitution, des grilles d'abattement pour tenir compte de l'âge du véhicule et du kilométrage. C'est-à-dire qu'évidemment, un véhicule qui a 12 mois, 10 000 km ne va pas être vu pareil, enfin il va être vu pareil par Macadam, mais en tous les cas, la grille d'abattement qui va être appliquée sur ce qu'a relevé Macadam ne va évidemment pas être la même que sur un véhicule qui a 48 mois et 150 000 km. Et donc, une fois cet abattement fait, il ne reste que le frais de dépréciation.
Merci beaucoup, Louis. Qu'est-ce qui se passe si mon collaborateur n'est pas d'accord avec l'estimation, ou en tout cas la manière dont est expertisé le véhicule par l'inspecteur Macadam? Il ne faut surtout pas signer son... Non, je crois que la signature ne change pas grand-chose. La signature est plus effectivement pour dire le véhicule a été restitué à un moment donné, donc le transfert juridique est fait. En revanche, effectivement, il y a des recours normaux. Il y a d'abord la possibilité sur la tablette de l'inspecteur d'émettre des réserves. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est évidemment, tous les loueurs sont quand même des sociétés commerciales. Et donc, il peut très bien y avoir effectivement explication, appel téléphonique vers le commerçant qui va gérer son client. Et puis, dans les cas les plus extrêmes, bien sûr, il y a la possibilité pour le client de mandater une contre-expertise qui sera évidemment prise en compte si elle est mieux disante par rapport à celle qui est présentée par Macadam Alphabet. En tout état de cause, il y a une petite case pour émettre des réserves à l'occasion de la restitution du véhicule, signé sur la tablette, je crois. C'est sur la tablette. Oui, directement sur la tablette. Signé directement sur la tablette, ça ne veut pas dire que vous allez être facturé de la totalité de ces éléments, puisque nous allons appliquer les éléments qui figurent dans le guide de restitution d'Alphabet. Christophe, quels seraient les conseils que tu pourrais prodiguer à notre audience pour minimiser ces frais de dépréciation? Alors déjà, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, il faut vraiment bien arbitrer ce qui doit être réparé de pas réparer. Nous, on le constate des fois des véhicules sont restitués avec un sinistre, une aile abîmée suite à un choc. Et finalement, c'est la négligence du conducteur, puisqu'il avait fait un constat et il était peut-être même non responsable. Et c'est l'oubli, c'est par simple oubli ou prise du temps nécessaire pour faire la réparation. Donc tout ce qui est sinistre avec une cause où l'entreprise et le conducteur n'étaient pas responsables, il faut naturellement le faire. Après, je rappelle encore, il faut faire un savant dosage entre ce qui doit être fait ou pas. C'est comme quand on arrose des plantes avec un arrosoir, il y a certaines plantes, il faut le faire, d'autres moins. Et bien là, en fonction du montant des dommages qui a été négocié ou qui est dans le cadre du contrat, vous avez une franchise de frais de remise en état. Donc parfois, il ne faut pas, si par exemple le véhicule ne comporte qu'une bosse sur une aile, où finalement elle va être valorisée au départ en frais de remise en état 300 €, mais avec le jeu d'abattement dont Louis Salvi parlait, qui tient compte de l'âge, la vétusté du véhicule, qui finalement va sortir à une facturation de 220 €, va se trouver annulée puisqu'elle passe sous le radar de la franchise et Alphabet ne facturera rien au final. Donc avoir réparé un seul élément qui était endommagé sera une perte pour l'entreprise. Donc il faut une parfaite connaissance du guide de restitution. Et puis on l'a vu aussi, je crois qu'il faut sensibiliser les conducteurs par des contrôles fréquents. D'abord, ça contribue à la sécurité routière, son risque routier au niveau de l'entreprise, parce que les conducteurs nous on le fait, Macadam a 120 voitures de fonction, tous les 6 mois nos inspecteurs font l'état des lieux de leur véhicule, on leur demande de relever une photo de leur compteur kilométrique, et c'est là qu'on s'aperçoit parfois qu'il y a un voyant maintenance allumé. Et 8 jours après, on les rappelle en disant est-ce que la vidange, la révision a été faite ? Il faut être constamment surveiller ces équipes en fonction de la population de conducteurs. Et ça, c'est un des premiers leviers pour vraiment faire baisser le montant de ces frais de dépréciation. Ouais. Bien connaître son parc, bien connaître le guide de restitution de votre loueur, avoir une véritable action de communication, d'accompagnement de l'ensemble des collaborateurs. Ça peut être au niveau ressources humaines, ça peut être au niveau managérial ou via des petits concours. Il y a des entreprises qui organisent des petits concours sur les frais de dépréciation qui sont facturés à l'entreprise. En synthèse, le sujet de la restitution est au cœur de vos préoccupations au quotidien parce que, et comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, ça peut représenter un coût non négligeable. Mais pourquoi est-ce que ça représente un coût non négligeable ? Tout simplement parce que ce n'est pas la principale préoccupation de vos collaborateurs au moment de la restitution. Au moment de la restitution, votre collaborateur, il est peut-être préoccupé par son rendez-vous d'après, ne pas être en retard, parce qu'il peut être impatient de récupérer son nouveau véhicule, parce que le véhicule qui est
restitue va apporter un renouvellement juste après. Et il n'a pas forcément la perception de l'état réel de son véhicule. C'est un peu comme les gens qui aiment le thé très chaud et le thé très froid. Moi, j'aime le thé chaud, mais peut-être que pour Louis Salvi, mon thé très chaud sera un thé à peine tiède. Et c'est là où il faut faire très attention et bien sensibiliser vos collaborateurs à ce qu'est l'état attendu d'un véhicule par votre loueur, en l'occurrence par Alphabet, au travers du livret de restitution. Pour continuer toujours sur cette thématique et sur les points nécessaires en matière de sensibilisation des collaborateurs, comment est-ce que on peut, quels sont les tips qu'on pourrait donner aux gestionnaires de parc aujourd'hui, Christophe, pour mieux embarquer leurs conducteurs dans cette étape hyper importante? Alors nous, ce qu'on a fait en collaboration avec Alphabet, c'est qu'il faut augmenter la communication vers l'utilisateur final, puisque lui est très loin du contrat de base, de la négociation qu'il y avait eu avec le gestionnaire de flotte, et le détail, et il faut lui apporter jusqu'à lui le détail du guide de restitution. Donc déjà, je trouve toujours assez important, en tout cas nous c'est une pratique que nous faisons chez Macadam, c'est que à chaque fois qu'un véhicule est restitué, on communique quand même à titre informatif le montant des FRE de son véhicule, juste un peu pour lui montrer que, attention, on le voyait dans le reportage encore une fois, certaines réparations montent très vite. Et puis, il y a l'accompagnement qu'on fait, parce que quand on est dans le cadre d'une inspection avec la présence d'un inspecteur Macadam, eh bien, dès la prise de rendez-vous, on envoie donc ce fameux mail qui rappelle aussi le lien pour le guide de restitution. Et dedans, on indique, on réappelle qu'il faut effectivement venir le jour J avec la carte grise et les éléments. Et ces informations-là sont déjà, encore une fois, je vous le dis, très important, parce qu'on ne restitue sa voiture que tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, ça se trouve dans 4 ans, une voiture sur 2 devrait être restituée avec des câbles électriques. C'est que le temps change, il y aura peut-être de moins en moins la détention de la carte grise, mais peut-être qu'après on aura 3 jeux de clés, 2 câbles de recharge et d'autres éléments à restituer. En plus, il y a l'aspect très important, c'est que nous, en tout cas, on le voit, c'est que nos inspecteurs relèvent beaucoup moins de dommages liés à la propreté du véhicule quand on est en contradictoire. Parce que quand on laisse un véhicule sur un parking ou dans un garage rapidement, on le fait volontiers. Par contre, quand on sait qu'on a rendez-vous avec quelqu'un qui va faire l'état des lieux de votre véhicule, on veut donner une image quand même assez propre, et avec les rappels qui sont faits par les gestionnaires de flotte, et bien les voitures arrivent, elles sont quand même bien nettoyées, aspirées. Voilà, c'est juste de l'information et de la préparation qui permet pour moi de limiter en tout cas les frais de dépréciation. Merci beaucoup Christophe pour ces quelques tips. Et justement, pour vous aider dans votre quotidien, vous, gestionnaire de parc, qui avez en charge une partie de l'information qui doit être donnée à vos collaborateurs, on a préparé un guide qui permet d'accompagner vos conducteurs à la restitution de leur véhicule. Normalement, il doit être en téléchargement sur la plateforme Webikeo, ce qui va vous rediriger directement vers notre site internet. On l'a vu, important de pouvoir sensibiliser les collaborateurs sur la manière dont vont être expertisés les véhicules. Néanmoins, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite dans le déroulé de ce webinaire parce que j'ai énormément de questions et on a pris un tout petit peu de retard. Et je vais passer tout de suite à une autre partie que Louis connaît bien. C'est les bonnes pratiques et les conseils qu'on peut donner aux gestionnaires de flotte. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider? Déjà, reprendre un peu l'expérience qu'on a, nous, de nos clients. Il ne s'agit pas forcément d'inventer. Déjà, dans la communication aux collaborateurs, on a des clients qui mettent en place des actions bien précises. Alors, ça peut être des actions un peu, j'allais dire, coercitives. C'est, par exemple, effectivement, présenter aux collaborateurs le montant des frais de dépréciation. Ça ne fait jamais très plaisir quand son patron vient te dire « tu as eu 1 000 € de frais de dépréciation sur ton véhicule ». Bon, ça, c'est un point de sensibilisation. Ça peut aussi, on a des clients qui le font, de manière plus positive, des primes qui sont mises sur effectivement l'état de la flotte. Alors ça peut être par agence, ça peut être sous différentes manières, mais ce sont des choses qui existent également. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à le mettre en avant. Oui, merci beaucoup Louis. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, chez Alphabet, lorsque on restitue un véhicule avec des frais de dépréciation qui sont
au-delà du raisonnable, ça peut aller jusqu'à l'avertissement donné par les ressources humaines et par le manager. Et ça figure effectivement dans le casier judiciaire du collaborateur au sein de son entreprise. Mais on peut aller jusque-là. C'est effectivement des leviers que vous pouvez déclasser le conducteur, déclasser dans la grille, également dans la grille de la carte policy, pour qu'il n'ait plus accès aux véhicules auxquels il avait accès auparavant. Donc on voit bien ici que tout à chacun dans l'entreprise a son rôle, que ce soit le manager, que ce soit les ressources humaines, mais aussi et surtout le collaborateur et potentiellement les services de communication interne de votre entreprise pour insister, continuer en permanence à informer vos collaborateurs sur comment est-ce qu'on restitue un véhicule, quelles sont les démarches à réaliser. Et pour ce faire, vous avez nombre de documentations qui sont à votre disposition chez Alphabet. Si vous ne les avez pas encore téléchargées, je vous invite à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial. Si on revient et plus particulièrement sur les conducteurs, sur les points qu'il est nécessaire de leur communiquer, sur lesquels il faut vraiment les sensibiliser, on a vu la checklist, on a vu que cette checklist, elle permettait à l'inspecteur et à celui qui restituait son véhicule d'être en parfaite coordination. Mais au final, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les conducteurs de nos clients ? On peut effectivement aller un peu plus loin. Qu'est-ce que doit faire le conducteur ? C'est effectivement, et je crois que les actions de communication doivent être finalement tout au long de la durée de vie du véhicule et pas seulement à la fin, parce que souvent c'est un peu trop tard. Je dirais que tout au long de la durée de vie du véhicule, il faut penser à nettoyer son véhicule. Il faut peut-être aussi, de la part du gestionnaire de parc, suivre ses stats assurance, parce qu'on s'aperçoit assez, j'allais dire souvent, que les mêmes immatriculations reviennent dans les stats assurance. Ce sont sûrement des conducteurs auprès de qui il faut avoir une action de formation, d'éco-conduite, que sais-je, parce que ces véhicules-là vont de toute façon se retrouver effectivement les véhicules les plus dommagés à la restitution. Ouais, c'est la fameuse loi de Pareto, les 80-20, 80% des dommages sont dus à uniquement 20% des conducteurs. C'est un peu ça. Et puis après, il y a peut-être d'autres éléments aussi, c'est au moment du choix du véhicule. Et alors c'est peut-être plus prégnant sur la partie VU, parce qu'aujourd'hui sur la partie VP, tous les véhicules sont très bien équipés. Mais par exemple, une caméra de recul sur un VU, ça évite bien des dommages à l'arrière. Des tapis de sol sur un VP, sur un véhicule de tourisme, ça évite souvent les déchirures des tapis. Ce sont des petits détails, mais qui, au moment du choix du véhicule, au moment de la sélection de la carte policy, font que la fin se passe bien, ou en tous les cas se passe mieux. Ouais, merci beaucoup Louis. J'ai eu l'occasion, il y a pas très longtemps de ça, d'accompagner un de nos collaborateurs en rendez-vous chez un de nos clients, chez un de nos partenaires, et on parlait TCO. J'ai posé la question à notre interlocuteur, de savoir si dans le TCO, ils intégraient une moyenne de frais de dépréciation. Bonne idée ou mauvaise idée, Louis ? Pour moi, c'est une très bonne idée. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que j'ai été longtemps au commerce. Donc, on va présenter effectivement à nos clients des cartes policy. On va présenter le TCO de la carte policy. Et c'est souvent un élément, parce qu'il n'est pas connu exactement au départ, qui est un peu mis de côté. Or, finalement, la partie restitution, elle est partie prenante du TCO. Et dans le TCO, c'est une partie sur laquelle on peut agir. Parce que le loyer, une fois qu'il est défini ensemble, on peut pas le toucher. La partie maintenance, c'est la même chose. La partie carburant, on peut le réduire éventuellement un peu avec différentes manières. La partie frais de dépréciation, elle peut être minimisée. Comme on a dit, si on rend les véhicules avec des pare-brises qui sont ni fissurés ni poqués, quand on va avoir des pneus qui sont des pneus été et dans le taux d'usure accepté, quand on va avoir le double des clés qui est systématiquement présent, quand on va avoir un état général du véhicule, propreté intérieure-extérieure qui est satisfaisant, on va réduire cette partie du TCO. Et là, c'est effectivement tout le TCO de la carte policy qui va s'en trouver amélioré. Ouais, merci beaucoup, Louis. Pour conclure sur cette partie, maîtriser la restitution, finalement, c'est un équilibre entre communication, action interne, vraiment une espèce d'acculturation de ce qu'est la restitution des véhicules. Merci beaucoup pour vos conseils à tous les deux. Avant de passer à la session de questions-réponses, parce qu'on est encore un tout petit peu en retard, s'il n'y avait que 3 éléments à retenir, selon moi, c'est 1. Anticiper, 2. Communiquer, 3. Maîtriser.
Anticiper, c'est à 60 jours de ma restitution, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le chemin critique que je dois suivre pour restituer correctement mon véhicule en tant que collaborateur et donc en tant que responsable de cette voiture? Le deuxième pan, c'est la communication, et encore et toujours la communication que vous pouvez faire en interne auprès de vos collaborateurs. Faites-vous épauler par les ressources humaines, par les managers. C'est aussi des actes managériaux que de dire aux collaborateurs de bien s'occuper de leur voiture. Nettoyer sa voiture, c'est hyper important. C'est l'image de votre entreprise qui est en jeu. Arriver avec un véhicule qui est sale en rendez-vous, ça ne le fait pas. Franchement, ça donne une mauvaise image de l'entreprise. Donc, indiquez-leur qu'il faut continuer à nettoyer et à prendre soin de leur voiture. Et enfin, maîtriser, c'est de voir quels sont tous les aspects de la restitution, quel est le guide de restitution auquel je dois faire référence, quels sont les documents que je dois délivrer à l'occasion de la restitution, comment est-ce que je dois m'organiser pour complètement maîtriser l'ensemble de cette chaîne de valeur avec l'assurance, avec la prévention du risque routier et consorts. On va passer tout de suite aux questions, et il y en a énormément, et je vous en remercie. On savait que c'était un sujet qui allait vous plaire, et d'ailleurs c'est un sujet que vous nous aviez demandé, donc n'hésitez pas pour nos prochains Alphabet Live de nous faire part des sujets que vous voudriez voir évoqués à l'occasion de notre prochaine intervention qui devrait se dérouler approximativement à la mi-juin. Alors, beaucoup de questions. Première question, une question de Sébastien. Un petit impact sur le pare-brise qui peut être réparé, peut-il l'être ou faut-il absolument le changer? S'il n'est pas dans la zone de vision du conducteur, la réparation est possible. S'il est dans le champ de vision du collaborateur, c'est-à-dire en face de lui, pour schématiser, il y a une espèce de fenêtre en face de lui. Là, il sera nécessaire de procéder au changement du véhicule. Je précise, d'ailleurs, du véhicule, pardon. Je précise, hors champ de vision, plus petit qu'une pièce de 2 €. Effectivement, c'est ce que je viens de notifier. Hop là. Alors, bonjour, une question de Raphaël. Bonjour, y a-t-il des tolérances ou des franchises? Alors, je ne comprends pas forcément dans quel cas de figure on se trouve. Je vais passer à la question suivante. Des pneus run flat doivent-ils être remplacés par des pneus run flat? Absolument. Effectivement, ça fait partie de la monte d'origine. Donc le loueur s'attend à ce que le véhicule soit restitué avec la même monte, donc des pneus run flat. Une question de Marie-Josée. Quid de ce qui peut se passer entre l'endroit où est restitué le véhicule et l'endroit où Macadam fait l'inspection? Normalement, c'est pour ça qu'on préconise, en tout cas, nous, la prestation avec rendez-vous contradictoire, puisque au moment où l'état des lieux est fait et le transfert à l'issue de ce processus de la garde juridique pour le concessionnaire du véhicule restitué, c'est aussi là où est matérialisé l'état des lieux des dommages qui étaient présents à l'heure dite sur le véhicule. Effectivement, après, c'est plus difficile pour un gestionnaire de parc qui ne fait pas appel à de la prestation inspection avec rendez-vous, de savoir si le dommage était bien présent le jour du dépôt dans la concession ou entre le moment où il est transporté et il est inspecté sur un parc de stockage. Absolument. Merci beaucoup, Christophe. Mon véhicule a 130 000 km et 5 ans, il ne peut pas être nickel. Est-ce qu'il y a des tolérances, notamment concernant les petits dommages? Bah oui. Alors oui, il y a les tolérances déjà effectivement dans le cahier des charges du loueur, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des dégâts qui, en fonction de la taille, sont acceptables, et donc même s'ils sont relevés par Macadam, ils sont de toute façon pas facturés. Et puis surtout, il y a la grille d'abattement qui va correspondre au kilométrage et à l'âge du véhicule, qui va faire que si Macadam chiffrait par exemple 500 €, on ne va nous facturer que peut-être 350 parce qu'il va y avoir 35% d'abattement sur ce type d'âge et de kilométrage. Une nouvelle question, une question de Stéphane. Comment calculer 60% d'usure des pneumatiques? Chaque modèle a sa propre hauteur de pneus. Alors non, pas tout à fait. Il y a des pneus, une profondeur de rayure qui est standard chez les pneumaticiens, qui est normalement de 8 mm en moyenne. Donc quelquefois ça varie d'un demi-millimètre bien sûr, mais quand on dit du coup 60% de taux d'usure, ça veut dire qu'il faut que ce soit en dessous, enfin il faut que ça aille jusqu'à 4,1 mm. Si c'est en dessous de 4,1 mm, c'est plus toléré. Merci beaucoup pour cette réponse. Marilyn nous pose la question suivante. Depuis la loi Montagne, n'est-on toujours pas
autorisé à rendre le véhicule avec des pneus hiver? Ça, c'est une question que nos clients nous posent souvent. Salut, je crois que tu as la réponse. Oui, c'est une vraie question et c'est une bonne question. Il se trouve que non, on continue effectivement à vouloir avoir des véhicules qui reviennent en pneus été pour une raison assez simple, c'est que le pneu hiver, c'est une gomme molle qui s'use 2 fois plus vite et que on restitue quelquefois des véhicules en zone montagne, mais le loueur ne le revend pas forcément sur place. Et donc, quelqu'un qui restitue un véhicule en zone montagne, mais le véhicule est acheté par un marchand à Brest, le marchand va de toute façon changer les 4 pneus, et donc il y a une vraie dépréciation du véhicule à l'achat. Normalement, s'il y a une monte de pneus hiver, il devrait y avoir les pneus été dans le coffre. Alors, s'il y a les pneus été dans le coffre, bien entendu, ça c'est tout à fait faisable, il y a de facturation, ça fonctionne très bien. Les pneus été ne sont pas hors d'usage. Voilà, c'est simple. En respectant la règle des 60%, effectivement. Merci Christophe pour la précision. Une question d'Arthur. Si je ne suis pas d'accord avec l'inspection, est-ce que je peux refuser de signer le PV? Alors c'est possible, mais c'est un peu dommage parce que dans certains cas, la signature du PV permet le transfert matérialisé de la garde juridique et pour certains loueurs aussi il a une valeur de fin de contrat. Maintenant, le signer, c'est une chose, ça n'engage pas forcément, puisque comme l'évoquait tout à l'heure Louis Salvi, d'abord il y a la possibilité tout de suite de mettre une réserve en disant je suis ou je ne suis pas d'accord, ou j'ai le double des clés chez moi, je vais vous l'envoyer. Donc voilà, c'est déjà mentionné au départ. Encore une fois, on est dans un processus quand même qui reste commercial. Et puis après, si véritablement il y a... la plupart des loueurs permet de faire à sa charge. Le locataire peut faire une contre-expertise à ses frais. Donc il va lancer celle-ci. Il a bien souvent, la moyenne, c'est 10 jours pour pouvoir faire un état des lieux contradictoire. Et ce que je vois en tout cas dans la pratique, ce que j'entends chez nos clients, c'est que bien souvent, on s'aperçoit que quand on fait faire une contre-expertise, l'inspecteur, lui, qui est un cabinet extérieur, ne connaît pas forcément le détail du cahier des charges et lui va baser son expertise sur les frais de remise en état, cette fois-ci, et non pas sur des frais de dépréciation. Donc les montants vont être plus élevés. Voilà, tout simplement. Donc ce qui se passe, c'est qu'après, de facto, bien souvent à la réception de sa contre-expertise, le locataire dit « Bon, écoutez, renvoyez-moi le PV qui avait été signé et j'accepte effectivement ce montant de frais de dépréciation que vous me présentez. » Merci beaucoup pour cette précision. Une nouvelle question de Jean-Louis qui a trait à l'usure du véhicule en fonction de la durée de location longue durée. On ne peut pas rendre un véhicule neuf, effectivement, mais on l'a vu qu'on procédait à la mise en œuvre de frais de dépréciation et non pas des frais de remise en état. Et donc d'abattement. Oui. Pardon. Sur quel taux d'usure doit-on changer ces pneus? On l'a vu, 60%. Une question de Stéphane. Sur votre vidéo, on voit que l'expert fait l'expertise à l'extérieur. Comment cela se déroule selon la météo? Alors normalement, le véhicule doit être en état de carrosserie, on peut faire l'inspection. Donc tout à l'heure, on parlait des salissures, mais s'il est mouillé, nos inspecteurs sont équipés de raclettes, d'accord, pour pouvoir enlever les gouttes, parce que sinon, alors ça peut être à l'avantage du locataire s'il ne le fait pas, parce que si vous ne faites pas de la raclette sur un pare-brise, vous allez certainement louper des impacts sur le pare-brise. Voilà. Et sinon, après, s'il y a de la neige ou la carrosserie est gelée, on attend, ou on repositionne un rendez-vous, où le concessionnaire de restitution va stocker le véhicule ou s'échauffer, et puis on repassera pour le voir. Ouais, encore une fois, il faut rappeler le concept. Macadam intervient pour le compte des loueurs, pour délivrer un état des lieux, des photos de l'équipement, s'assurer que les données sont bien effacées, les données personnelles, ainsi de suite. On n'est pas là, nous, on n'a aucun intérêt que le véhicule a trouvé des dommages qui ne correspondent pas au guide de restitution. Nous, on est sur une prestation forfaitaire et on donne juste ni plus ni moins l'état exact du véhicule. Comme cela, en fait, après, la personne qui rachètera le véhicule avait un état exhaustif de l'état général du véhicule. C'est la transparence qui est demandée et c'est pour ça que Macadam a mis en place cette prestation de service avec les photos, la digitalisation, puisque en fait, dans le jour même qui suit l'inspection, dans l'heure qui suit, le gestionnaire de parc reçoit déjà son inspection dans certains cas, ou sinon sous 24 heures en fonction des schémas d'utilisation. Question de Philippe. Il y a donc des tolérances différentes suivant les constructeurs, qui fait un peu le lien avec la question d'après, une nouvelle question d'Arthur d'ailleurs. Pour le montant des frais de dépréciation d'un pare-choc,
Pourquoi le montant des frais de dépréciation d'un pare-choc diffère d'une voiture à l'autre alors que les dégâts sont identiques? Christophe. Alors, je vais répondre. Alors déjà, de toute façon, il y a les catégories de véhicules, citadine, berline, compact, et ainsi de suite. Alors, il faut savoir pourquoi ça diffère. Effectivement, plus une voiture est importante, plus la surface à peindre, si on parle repeindre un pare-choc, va être plus important. Donc ça va influencer forcément le temps de main-d'œuvre utilisé, la nature des ingrédients à poser, et puis le prix de la pièce. Tout le monde l'imagine très bien que le pare-choc d'une Clio coûte beaucoup moins cher que le pare-choc d'une classe S. C'est une logique économique. Après, on revenait sur la question tolérance franchise. Oui. En fait, c'est là aussi, il faut bien comprendre, dans la nature des contrats, il y a bien souvent les contrats, ils ont une franchise de frais de dépréciation. Donc la franchise, c'est quoi? C'est j'ai 350 € de dommages. Si j'ai une franchise de 300 €, je ne vais payer que les 50 € qui dépassent. Si j'ai une tolérance de frais de remise en état de 300 €, c'est pas pareil. Tolérance et franchise sont des choses différentes, c'est pas la même chose. C'est dès que le montant des frais de dépréciation dépasse ce montant de 300 €, et bien là, le gestionnaire devra s'acquitter de 0 à 350 €, soit 350. Donc il faut bien maîtriser quels sont les contrats et la nature des contrats, si vous avez des contrats avec des franchises ou des tolérances. La question suivante, elle nous vient de Sylvie. Est-ce légal de demander une participation financière au conducteur, j'imagine dans le cadre des frais de dépréciation? Si oui, dans quel cadre? La réponse c'est non, c'est parfaitement interdit. Pas de participation financière à demander à vos collaborateurs pour les frais de dépréciation du véhicule qu'ils rendraient. On a évoqué un certain nombre de sanctions tout à l'heure qui pouvaient être mises en œuvre, qui peuvent aller jusqu'à l'avertissement, mais en aucun cas vous ne pouvez demander une participation financière à l'un de vos collaborateurs qui aurait rendu un véhicule dans un état pitoyable. Alors, une question de Evelyne. Un véhicule peut-il être rendu avec les pneus été dans le coffre? Alors bien sûr. Les pneus été doivent être présents. Alors s'ils ne sont pas montés dans le véhicule, mais s'ils sont présents dans le véhicule, ça fonctionne très bien aussi. Il faut que le véhicule soit roulant. C'est ça. Avec des pneus aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des petits conseils tous les deux à donner? Arthur est hyper prolixe aujourd'hui. Des conseils pour diminuer les frais de restitution sur un parc utilitaire? Il y a la caméra déjà. Je pense, voilà, l'équipement de départ peut être un élément. Effectivement, une caméra de recul sur un utilitaire, souvent c'est quand même un peu tamponné, pare-choc, etc. Ça va éviter. Maintenant, il y a sûrement d'autres éléments. Alors, les véhicules utilitaires sont déjà beaucoup moins exposés, notamment sur la partie jante, parce qu'il y a très peu d'utilitaires avec des jantes, mais sur ceux qui ont des volumes un peu plus importants, je pense aux 9 mètres cubes, 6 mètres cubes, certains font l'acquisition ou prennent lors de la location longue durée des aménagements en bois pour protéger l'habitacle intérieur, soit en accessoire ou en pose directe chez les constructeurs. Bon, après, de toute façon, on reste dans le même scénario. Si l'utilisateur revient d'un chantier et lance les caisses à outils, les tuyaux qu'il n'a pas utilisés, les briques, nous, on a inspecté des véhicules où il y avait de la peinture, y compris sur le tableau de bord. C'est-à-dire qu'un pot de peinture, quelqu'un qui devait être artisan peintre, un jour, son pot de peinture est tombé. Enfin, tout l'habitacle devant était de la couleur blanche. Voilà le niveau aussi d'utilisation qu'on peut rencontrer sur certaines dérives. Après, encore une fois, c'est la prévention. C'est un peu comme le code de la route et la sécurité routière. Bien souvent, et on le disait tout à l'heure, on dit d'anticiper, de suivre son parc. En fait, les petits POC au début, il vaut mieux les faire réparer. Pourquoi? Parce qu'après, le conducteur va dire une bosse de plus ou de moins, ça ne change plus rien. Donc après, il y a une certaine négligence qui va s'accélérer très fortement si le parc, dès les premiers mois, les premiers petits accrochages ne se font pas réparer. C'est vraiment dès le départ. Et après, encore une fois, c'est la surveillance régulière. On parlait... si effectivement il y a des gens qui fonctionnent dans des régions, c'est que le manager régional fasse un petit tour sur le parking quand il y a la réunion commerciale ou technique et disent tiens, j'ai vu ça sur ta voiture, qu'est-ce qui se passe? Le simple fait d'être entre guillemets un peu fliqué, tout de suite il y a une sensibilisation à oh là, attention, je fais un peu plus attention à ma voiture.
Ouais, merci beaucoup Christophe. On vient de vous afficher quelques conseils pour diminuer vos frais de dépréciation à l'occasion des restitutions des véhicules que font vos collaborateurs. Nous arrivons au terme de ce webinaire et je veux tous les deux vous remercier chaleureusement. Merci beaucoup Christophe pour ta participation. On a un partenariat qui dure depuis longtemps, je pense qu'il va encore durer très longtemps. Louis, merci beaucoup pour ton expertise et je voudrais surtout remercier les plus de 138 personnes qui ont assisté à ce webinaire et qui n'ont pas manqué de nous poser des questions. Il en reste encore quelques-unes dans le fil de discussion auxquelles nous n'avons pas répondu. On s'engage à revenir vers vous pour vous y répondre, soit par mail, soit par téléphone, si vous avez déjà un interlocuteur commercial chez Alphabet. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire au mois de juin. Le thème reste encore à définir, mais à n'en pas douter, on va trouver un thème qui sera au moins aussi intéressant que la fiscalité. Bon, c'est pas le sujet le plus passionnant, mais néanmoins, ça reste un sujet toujours d'actualité en janvier, encore plus passionnant que la restitution. Je sais pas, on va trouver peut-être autour de l'électrification ou peut-être un thème un peu plus général pour une fois qui amènera à traiter de la mobilité de manière plus large que ce que nous faisons habituellement. Christophe, Louis, merci beaucoup. Notez ce webinaire, n'hésitez pas à en faire la promotion autour de vous pour pouvoir assister à nos prochains lives Alphabet sur notre chaîne Webikeo. À bientôt, au revoir. Au revoir.